Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais quand même rappeler que la dette publique de la France a explosé depuis 1974, date à laquelle le budget de la France était équilibré, comme cela vient d'être rappelé. C'est suite à la loi de 1973 qui a interdit à la Banque de France de financer le trésor public. Et comme le disent nos amis anglais, My debts are your assets. Donc la dette de la France n'est rien d'autre que la créance des banques auxquelles on a transféré le financement du budget de l'État et la dette est constituée à plus de 75% par les intérêts cumulés à cause de cette loi de 1973 que nous dénonçons. Et il ne faut pas oublier, au sujet de la responsabilité de la dette, qui a gouverné depuis 40 ans. Je ne sais pas si je dois donner des arguments supplémentaires pour dénoncer cette contractualisation forcée, tant ce point de vue est largement partagé, au-delà des divergences politiques sur les bancs de cette Assemblée, hormis peut-être deux de vos vice-présidents, qui vont sans doute faire semblant de se boucher les oreilles durant le débat et se satisfaire du vote final que vous proposez. Mais nous aimerions bien les entendre sur ce point. Par conséquent, sans reprendre tout ce qui vient d'être dit, je voudrais réaffirmer notre attachement au principe constitutionnel de la libre administration des collectivités qui se réduit au fil du temps comme peau de chagrin. Un des éléments qui garantit ce principe est constitué par la notion d'autonomie financière des collectivités territoriales, inscrit également dans la Constitution par la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003. Or, ce principe est mis à mal par les réformes successives diminuant la dotation générale de fonctionnement qui, comme son nom l'indique, n'est pas affectée et dont les collectivités peuvent disposer pour financer les dépenses qu'elles ont décidées, cette dotation étant remplacée progressivement par des dotations spécifiques qui, au contraire, sont fléchées sur des politiques et donc sur des dépenses qui nous sont bien souvent imposées par décision de l'État. D'une manière générale, nous avons toujours été dubitatifs au sujet des contractualisations avec l'État. Nous savons par expérience que ce type de contrat est déséquilibré et les juristes qui siègent parmi nous pourront confirmer qu'il n'est pas de nature synalagmatique, c'est-à-dire que les obligations réciproques ne se valent pas. Ainsi, dans le cas des contrats de plan État-région, pour citer un exemple, les CPER, nous avons de nombreux exemples de non-respect des engagements de l'État. C'est le cas dans notre région, où le bilan à mi-parcours sur le volet ferroviaire, sur le contrat de plan 2014-2020, donc fin 2017, fait apparaître que l'État n'a engagé que 29,7 millions d'euros pour des travaux sur 170 millions d'euros prévus. Nous sommes à mi-parcours. Et la réforme ferroviaire en cours risque de remettre en cause d'autres engagements pris sur les trains intercités. Mais, de fait, rien ne peut obliger l'État à respecter ses promesses. L'ancienne région Limousin en a fait l'expérience en tentant un recours contre l'État qui n'avait pas honoré ses engagements dans le contrat de plan. Le Conseil d'État a donné tort à la région, car ces engagements pluriannuels ne sont en réalité que des prévisions et seule la loi de finances peut, chaque année, voter les crédits ou non, les crédits correspondants. Il en est de même pour toutes les programmations pluriannuelles. Je pense aux lois de programmation militaire qui permettent au gouvernement d'afficher une volonté politique, ce n'est pas nouveau, mais dont les crédits font régulièrement l'objet d'un glissement d'une année sur l'autre, avec parfois des retards considérables. De surcroît, on nous demande de signer ce contrat sous la contrainte, avec des pénalités accrues si l'on refusait, donc sous la menace, ce qu'on qualifierait en matière civile de violence au terme des articles 1111 à 1115 du Code civil, ce qui entraînerait la nullité du contrat. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut contenir les dépenses de fonctionnement, mais c'est notre responsabilité d'élus devant nos concitoyens. Ce n'est pas à l'État de nous dicter une feuille de route qu'il ferait bien de s'imposer à lui-même. Nous savons aussi, et cela a été redit lors du débat d'orientation, que les collectivités, dans le montant global de la dette publique, la part des collectivités dans le montant global de la dette publique est de l'ordre de 10%. À l'État, par conséquent, de gérer sa dette, nous saurons gérer la nôtre. Et d'ailleurs, le critère fixé
par l'encadrement des seules dépenses de fonctionnement n'est pas pertinent, alors que l'on ne prend pas en compte les recettes et d'autres critères de gestion tels que l'épargne brute ou la capacité de désendettement. Il faut souligner également que les collectivités sont déjà soumises à une règle budgétaire que ne s'impose pas l'État. Nos dépenses de fonctionnement ne peuvent pas être financées par l'emprunt. De surcroît, on nous demande de signer un contrat qui n'en est pas un, alors que le budget 2018, dont l'exécution sera évaluée à l'aune de cet engagement, a déjà été voté, avec un volume de dépenses de fonctionnement qui augmente au-delà de ce qui est prévu et des 1,2% qui nous sont généreusement autorisés, sans parler des décisions modificatives comme nous venons de le voir. Alors bien sûr, il est question de retraitement pour tenir compte des changements de périmètre ou d'événements exceptionnels, mais ces avenants, et c'est bien écrit dans le contrat, ne peuvent avoir lieu que d'un commun accord, c'est-à-dire au bon vouloir du représentant de l'État. On voit le risque que cela pourrait comporter lorsque certaines collectivités sont gérées par des exécutifs qui se trouvent dans le collimateur du gouvernement. Je ne vous fais pas un dessin. Enfin, et cela a été dit, la notion de dépenses de fonctionnement n'a pas la même signification pour les régions que pour d'autres collectivités. Il faudrait en effet distinguer les moyens généraux de l'administration, dont il faut en effet surveiller l'évolution, et les dépenses d'intervention, qui traduisent des politiques régionales dont la définition dépend du choix qui nous appartient et dont seuls les électeurs sont juges. C'est pourquoi nous refusons cette mise sous tutelle injustifiée. En conclusion, nous sommes bien conscients des risques, mais la signature du contrat ne les écarte pas. Dans tous les cas, nous serons sanctionnés. Nous avons simplement le choix entre la règle en bois pour se faire taper sur les doigts si nous signons et la règle en fer si nous ne signons pas. Et si l'État nous menace de sanctions, à nous de lui répondre qu'en cas de baisse de la dotation, nous pourrions la répercuter sur des dépenses qui, en toute logique, devraient être à sa charge, et il faudra à ce moment-là qu'il en réponde. Ce serait une façon de le mettre devant ses responsabilités. Donc, nous ne voterons pas en faveur de cette signature. Je vous remercie.